Bonsoir à toutes et à tous. Merci de partager d'ores et déjà ce live, cette conférence, cette première conférence parmi une série de 3 que je vais donc animer. Aujourd'hui samedi, demain dimanche et si possible lundi également. Merci de partager ce direct live important. Nous allons commencer dans 2 minutes à peu près. Merci de partager ce direct live, s'il vous plaît. Merci de partager ce live. On le partage. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir. Et merci de partager ce live. Merci. Bonjour, on attend que les uns les autres se connectent. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas parlé. Nous allons nous parler aujourd'hui. Merci aux uns aux autres pour votre fidélité, comme on dit. Merci pour votre fidélité. Nous commençons dans 1 minute. Merci de partager cette conférence. Soyez encore un peu patients, nous allons commencer. Merci aux uns et aux autres. Vous pouvez déjà vous signaler dans les commentaires si vous êtes présent.
Ici, Ben Moubamba. Nous sommes très exactement le samedi 25 octobre 2025. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en conférence. J'ai choisi d'animer 3 conférences successives sur le Gabon d'après et le monde d'après. Aujourd'hui, la conférence porte sur le Gabon d'après et le monde d'après. 2 points. Le Saint-Empire germanique et romain arrive-t-il à sa fin et quels en sont les impératifs catégoriques, les interactions et finalement les conséquences sur les Bantous qui sont notamment au Gabon, étant entendu que les Bantous font partie du monde. Mes chers compatriotes, c'est de l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui et de la place des Bantous en général et des Gabonais en particulier dans l'histoire. Parce que vous devez comprendre que c'est l'absence de la mémoire, l'absence de l'histoire, de la conscience historique qui empêche les Noirs, les Bantous, les Gabonais de jouer un rôle fondamental dans l'écoulement du temps, qu'on appelle aussi l'histoire avec un grand H. En introduction, je vais vous poser donc cette problématique, qui est la question suivante. Pourquoi les Gabonais, les Noirs, les Bantous, les Africains sont-ils comme en dehors de l'histoire? Ce qui fait que les vies que nous vivons sont comme des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues si on s'en tient à l'accusation du président Nicolas Sarkozy, aujourd'hui en prison, à Paris, à la santé, si on s'en tient à son accusation historique sur qui tout le monde a crié parce qu'il avait dit le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire ou il n'est pas assez entré dans l'histoire. Tout le monde lui a crié dessus avant que un Ivoirien, un Africain, le jour de son incarcération à Nicolas Sarkozy, le 21 octobre 2025, vienne crier devant sa maison alors qu'il se dirigeait vers la prison, avant qu'un Ivoirien vienne crier « Nicolas Sarkozy, je t'aime, on t'aime !» Ce qui a choqué d'ailleurs la plupart des Africains pour donner raison au défunt président sénégalais Léopold Sédar Senghor, l'émotion est nègre et la raison est hellène, c'est-à-dire que les Noirs sont toujours dans l'émotion, ce qui n'est pas un problème, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Et les Hellènes, les Grecs, les Ondos, eux, ils sont toujours dans la raison raisonnante, la raison pure. Je vous expliquerai ce que c'est que la raison pure du point de vue du philosophe allemand Emmanuel Kant. Donc, mes chers compatriotes, je suis ici pour vous parler du Gabon d'après et du monde d'après, qui est impossible tant qu'on ne sait pas ce que va devenir le Saint-Empire germanique et romain, qu'on appelle aussi l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qu'on appelle aussi l'Occident, ce qu'on appelle aussi le monde du Nord, ce qui comprend les États-Unis, l'Europe et une partie de la Russie. Mes chers compatriotes, l'étoile du Nord que nous suivons depuis des siècles, nous devons nous poser la question de cette étoile que nous suivons comme des magiciens, comme des rois mages. Que va-t-elle devenir? Son temps est-il fini? Nous, qui avons été accusés par Nicolas Sarkozy comme étant des gens qui sont en dehors de l'histoire, il reprenait ainsi sous la plume de son conseiller très spécial, un homme très brillant que j'ai connu à l'époque, Henri Guénaud, qui reprend en réalité les idées du philosophe allemand Engels.
Il dit l'Afrique est en dehors de l'histoire. Ce qui est faux, bien entendu. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi nous sommes, nous, Africains, d'être accusés d'être des gens qui sont en réalité comme des primates à peine évolués et qui ne comprennent pas le sens de l'histoire. Et quand je dis l'Empire, le Saint-Empire germanique et romain, je vous expliquerai ce que c'est que le Saint-Empire germanique et romain. Je dirais que si vous cherchez bien, en tout cas les gens un peu éveillés et intellectuels, qui ne sont pas les meilleurs du monde, mais ceux qui ont un peu appris les grandes lumières de l'Occident, que ce soit les lumières allemandes ou les lumières françaises, vous verrez que ce sont eux, les penseurs du Saint-Empire germanique, à travers des Engels, des Hegel, des Kant, et même de Nietzsche, que c'est à travers en fait leurs idées, leurs fleurs du mal que nous avons respiré, que le monde a créé une réalité, parce que quand tu consommes une plante, une fleur, tu dois savoir si c'est une fleur du bien ou une fleur du mal, si c'est un hallucinogène ou si c'est un médicament. En l'occurrence, les lumières allemandes ou les lumières françaises comme Voltaire, Rousseau ont émis des idées, et c'est les idées qu'on appelle des fleurs. Les idées sont comme des fleurs. Quand tu les respires, elles t'influencent positivement ou négativement. Soit c'est des poisons, soit c'est des médicaments. Soit c'est des hallucinogènes comme l'iboga, soit c'est des médicaments comme la citronnelle par exemple, qui a un joli parfum et qui te soigne quand tu le bois. Je ne dirais pas que l'iboga est une mauvaise fleur du mal, est une mauvaise fleur qu'on appellera une fleur du mal. Je dirais que c'est une fleur à consommer avec modération, avec une certaine sagesse. Mais les Allemands nous ont créé la réalité, et les Allemands, et les Français, et les Italiens, les Germains, les Germanicum, et les Latins, les Romanus, ont créé le monde dans lequel nous vivons depuis à peu près 2000 ans. Maintenant, ce monde arrive-t-il à sa fin? Et quelles sont les conséquences sur nous autres, les Africains, avec toutes les relations complexes que nous avons eues avec ce monde? Quelle est notre place dans ce monde qui arrive à sa fin? Et tant entendu que un philosophe génial comme Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a dit « Seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire auront une chance de survivre à la fin du monde. » Là, je paraphrase. « Seuls les peuples qui ont une grande mémoire auront une chance de survivre à la fin du monde. » Et la fin du monde a eu lieu, où on est dedans. C'est ce que dira d'ailleurs un philosophe romain, ou quand je dis français, c'est romain, c'est latin. Un certain philosophe français a dit que la fin du monde a eu lieu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a eu lieu, mais le fait qu'on le dise, c'est qu'on a survécu. Donc, quand on parle de la fin du Saint-Empire germanique et romain, la fin d'un monde, on parle d'un redémarrage du monde avec des choses qui restent derrière et de nouvelles choses qui apparaissent. Toute la question est, que deviendra l'Afrique? Que deviendront les Noirs? Que deviendront les Bantous dans le monde qui vient, dans des douleurs de l'enfantement? Parce que nous sommes dedans en ce moment. Et vous voyez donc que la mémoire, là-dedans, la mémoire est très importante. La mémoire et l'identité et la terre sont trois choses qui sont fondamentales et c'est l'objet de la guerre en cours, la guerre pour la fin d'un monde, pour la fin du temps actuel. Donc la mémoire, la terre et l'identité. Le problème de l'Afrique, comme a souligné Nicolas Sarkozy, c'est que les Africains ne sont pas dans l'histoire. Ils regardent l'histoire qui se passe devant eux comme un film à la télévision, comme une rivière qui coule, parce qu'ils ne savent pas ce que disaient les anciens, notamment les anciens penseurs africains, quand les Africains étaient des grands, quand les Noirs étaient au sommet de la conception de la réalité,
il disait avec le philosophe présocratique, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant les intellectuels, qu'on appelle les présocratiques, Héraclite a dit, on ne se baigne pas 2 fois dans la même rivière, dans le même fleuve. Parce que la première fois on y entre, la deuxième fois qu'on y entre, le temps n'attend personne, comme le fleuve, il a déjà coulé, on est en dehors de l'histoire. Et c'est ce qui arrive aux Gabonais, aux Camerounais, aux Ivoiriens, aux Togolais, aux Angolais, à tous les Africains. Nous sommes les spectateurs, a dit Sarkozy, de l'histoire, et c'est cela notre problème. Et nous regardons ailleurs, et les gens se moquent de nous. Il est temps de montrer au monde que nous sommes au cœur de l'histoire. Pas dans un passéisme, une nostalgie mal placée. Ah oui, nous, les Africains, on nous a fait du mal, tout le temps en train de pleurer. On nous a mis en esclavage, on nous a fait ça, la colonisation. Toujours en train de jouer aux pleureuses. Toujours les gens qui regardent derrière leur nuque et jamais en avant. Jamais en avant. Ceux qui ne regardent ni à gauche ni à droite, mais ils regardent en avant, eux, ils ne regardent pas en arrière comme nous le faisons. Nous devons donc inventer maintenant l'avenir. C'est notre mission principale. En tout cas, moi, ça fait partie d'une des missions pour lesquelles je suis né, je le sais, j'ai été préparé pour ça depuis ma tendre enfance. Donc, nous sommes en dehors de l'histoire, il y a un problème de l'homme africain, les acteurs du Saint-Empire germanique et romain comme Nicolas Sarkozy nous ont accusés d'être en dehors de l'histoire. Nous donnons des preuves parce que nous avons des présidents comme Paul Biya au Cameroun, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Obiang-Nguema en Guinée équatoriale et Yadema au Togo. Bref, nous sommes entourés de dirigeants qui n'ont pas l'air de comprendre les données du débat. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être président. Ce qui est d'ailleurs contraire aux valeurs africaines. Le devenir du village et de notre civilisation ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de mourir au pouvoir. Donc ça donne raison à Nicolas Sarkozy. De ce fait précis, je vais développer maintenant les 3 idées suivantes. Nicolas Sarkozy et le problème de l'homme africain, de l'homme bantou et de l'homme gabonais, ça sera le premier point. Le deuxième point, je vais vous expliquer ce qu'est le Saint-Empire germanique et romain. Est-il arrivé à sa fin et quelles sont les conséquences pour nous autres, bantous, gabonais, africains, noirs et tout ça. Et pour finir, je vais situer le Gabon au cœur de ce processus historique qui est en cours, le Gabon au milieu de la fin du monde actuel, qui demande des dirigeants visionnaires, des dirigeants courageux, des dirigeants qui ne sont pas uniquement dans l'éthique du plaisir, dans la jouissance permanente, mais qui sont conscients des données du débat et qui savent où emmener le Gabon, étant entendu que la vocation du Gabon, c'est d'être le laboratoire du monde, d'une certaine façon, et ça, le docteur Albert Schweitzer, sur qui tout le monde crache en ce moment, mais qui est un des plus grands génies que l'humanité ait conçu, le docteur Albert Schweitzer l'avait compris dès la fin du 19e siècle, quand il a décidé de venir au Gabon, et il est, quelque part, le premier prophète au sein du Saint-Empire germanique et romain à avoir compris que le Gabon était le laboratoire du monde. Et c'est d'autant plus intéressant que le symbole du Saint-Empire germanique et romain, c'est 2 aigles que vous voyez sur les emblèmes de la Russie. Une tête d'aigle, un aigle avec 2 têtes, une tête qui regarde à l'ouest, une tête qui regarde à l'est. Eh bien, Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, il était en même temps allemand, donc germanique, comme le chancelier Merz en ce moment. Il était en même temps français, comme le président Emmanuel Macron. Et il a choisi d'habiter au Gabon, et ça lui a valu tous les problèmes du monde, après toutes les récompenses,
parce qu'il avait été le premier du Saint-Empire germanique et romain à avoir compris l'importance du Gabon dans l'écoulement de l'histoire du monde, dans la succession des intervalles du temps, et il avait choisi d'habiter notre pays, et il n'a pas été compris, il n'est toujours pas compris, et moi je serai le premier acteur, peut-être même dirigeant numéro 1, à comprendre l'importance de cet homme, parce que j'ai été conçu moi-même à l'entrée de l'hôpital Schweitzer, à Lambaréné, dans le quartier, dans le village qu'avait créé mon père, Louis-Marie Moubamba. Il s'agit du quartier Moussamoukou, à Lambaréné. Nous allons donc entrer dans le vif du débat. C'est donc Ben Moubamba, le philosophe d'après, le penseur du monde d'après et du Gabon d'après, toujours combattu, quelquefois battu, mais jamais abattu. Mes chers compatriotes, laissez-moi vous parler comme un sage, car les générations futures ont besoin de retrouver la mémoire qu'elles ont perdue. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, le philosophe germanique et romain, mais allemand, il l'a dit, seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire ont une chance de survivre dans le monde d'après. Mes chers compatriotes, je vais donc vous expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy a dit en 2007 à Dakar la phrase suivante que je ne retiens pas par cœur, mais que je peux paraphraser. Le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il regarde l'écoulement du temps comme un spectacle, comme un film, et il ne se sent pas acteur de ce film. Je paraphrase, hein. Et il dit jamais il ne s'éveille, il ne se lève à un niveau tel qu'il puisse comprendre que le monde qu'il regarde dans la rivière qui passe, dans le temps qui passe, c'est le monde que, chez eux, les Français, les Blancs, ont défini comme un monde où il ne faut pas se laisser bouffer par le temps. Il faut jouer son rôle au cœur du temps. C'est pourquoi leur plus grand poète, un de leurs poètes, Lamartine, a dit « Ô temps, suspends ton vol. Suspends ton vol. Arrête de me manger. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Arrête de me manger dans le nguil. Arrête de me dévorer dans le bouiti. Arrête de me talocher, de me casser la tête comme dans le mouiri. Arrête de me préparer comme un plat dédicat dans le bouiti. Arrête de m'embrouiller avec l'iboga. Je veux jouer mon rôle au cœur du temps. Je veux devenir un dieu. Je veux devenir un acteur au cœur du temps et ne plus être une ombre quand on manipule dans le noir et qui ne comprend pas ce qui se passe. L'accusation de Nicolas Sarkozy appelle d'abord pour moi de restituer la relation personnelle que j'ai avec cet homme. Pour que vous compreniez qui est Nicolas Sarkozy de Nagui Borska, dont le père est d'origine de la Hongrie, de la petite noblesse hongroise, qui a émigré en France et qui a épousé la mère de Nicolas Sarkozy, une avocate juive, et qui a divorcé et qui s'est reconstitué ailleurs aux États-Unis. Et c'est par là que Nicolas Sarkozy, par son père, par ses remariages, que Nicolas Sarkozy entre tout jeune au sein de l'état profond qu'on appelle l'état profond du Saint-Empire germanique et romain. Le Saint-Empire
germanique et romain, c'est essentiellement, avec ce qu'on appelle chez les catholiques et les chrétiens, le concile de Nicée-Constantinople en Turquie, que va naître le Saint-Empire. C'est-à-dire que l'Empire romain, qui pendant 4-5 siècles avait dirigé le monde, comme une sorte d'empire américain, commence à tomber. D'abord, c'est une république, ensuite c'est un empire. En 325, un empereur qui s'appelle Constantin va trouver l'idée géniale suivante, puisque les dieux païens, ce qu'on appelle les païens, mais qui ne sont pas des rigolos, qui sont des gens qui ont inventé la science, la philosophie. Les païens sont ceux qui ont inventé ce qu'il y a de mieux dans l'histoire. Et ce n'est pas les chrétiens ou les musulmans ou les juifs. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ce sont les païens qui ont construit le monde. Plotin, Platon, Aristote, tout ça, c'est des païens. Imhotep, tout ça, c'est considéré comme des païens. Mais ce sont des créatures de l'intelligence séparée qu'on appelle Dieu. Ce sont eux qui ont créé le monde. Les plus grandes découvertes du monde. Donc, l'Empire romain, quand il chute, avant de chuter, il devient d'abord chrétien. À partir de 325 et à partir de 400-410 jusqu'à 470, l'Empire romain s'effrite, il s'éclate, ça part dans tous les sens. Et il va finir par mourir sous le règne d'un jeune empereur qu'on appelait alors Romulus. L'Empire a commencé avec un Romulus, il s'est terminé avec un autre Romulus, un jeune homme. Maintenant, comme le raconte Augustin, le théologien philosophe, dans son œuvre magistrale « La cité de Dieu », maintenant, à la fin de l'Empire, il va se passer ce qui se passe maintenant. Nous sommes à la fin de ce monde qu'on appelle le Saint-Empire germanique et romain, qui commence avec l'effondrement de l'Empire romain au 5e siècle. Finalement, c'est l'Empire catholique chrétien qui va prendre la place de l'Empire romain. Et ça va commencer notamment avec un certain Clovis de Reims, là où il y a la cathédrale où tous les rois de France étaient sacrés. J'y ai d'ailleurs été adopté, comme vous le savez. Donc c'est Clovis qui, le premier, va demander le baptême parce qu'il est de l'empire, on va dire, franco-romain, c'est-à-dire que son royaume va depuis l'Allemagne jusqu'à une grande partie de la France. Il va donc demander le baptême. Et là commence, c'est les débuts du Saint-Empire germanique et romain. Il va après, dans l'histoire, ça va se développer avec les rois comme Frédéric de l'Allemagne, et vous allez aussi avoir surtout la famille de Habsbourg, qui est en même temps autrichienne, allemande et espagnole. Ils avaient une malformation historique, ils avaient des grands mentons, et c'est eux qui, au XVe siècle, vont vraiment personnifier ce qu'on appelle le Saint-Empire germanique et romain, c'est-à-dire que ça part depuis l'Est de l'Europe, presque jusqu'en Russie, et ça finit en Espagne et au Portugal. Ce sont eux qui, pendant 5 siècles, vont représenter le Saint-Empire germanique et romain, et c'est sous leur férule que notamment les Portugais vont faire le tour de l'Afrique et du monde, et notamment créer des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée ceci, l'Angola de cela, le Mozambique. Si les jeunes Africains, si les Noirs, si les Bantous n'ont pas la conscience historique, la mémoire, ben, ils vont disparaître. C'est ce que Nicolas Sarkozy veut dire dans son discours. Dans son discours de Dakar, que tout le monde a critiqué, sans en saisir la profondeur. Les Africains, les Noirs, les Bantous, dans leur émotion habituelle, dès qu'on dit quelque chose, ils réagissent comme ça, comme des... voilà, ouais, ils commencent à crier, sans comprendre ce que cette phrase devait servir à nous réveiller à Dakar. Parce que c'est à Dakar, à Abidjan et à Libreville qu'est mort, et ça j'en parlerai plus tard, l'idée de la doctrine des non-alignés, notamment chez les Africains, qui ne devaient être ni alignés
avec les Américains, ni aligné avec les Soviétiques russes, ni aligné avec les Français et l'Europe. Ils devaient d'abord penser à eux-mêmes. Chacun doit avoir la profondeur historique pour juger de lui-même et ne pas être aligné comme un esclave, comme un idiot, comme disent les Russes. On se sent obligé d'être aligné sur l'Amérique de Trump, l'Europe de Macron ou de Van der Leyen, ou de Starmer en Angleterre, ou de Merz en Allemagne, ou même de Poutine en Russie. Donc, par soi-même, on n'est pas assez grand pour devenir ce qu'on doit devenir. Et les pères des non-alignés, qui étaient des gens comme le Tanzanien Julius Nyerere, ou Haïlé Sélassié en Éthiopie, Modibo Keïta au Mali, ces gens-là, nos pères, qui avaient pensé l'organisation de l'Union africaine, portaient en eux ce rêve d'une Afrique qui se développe elle-même à partir de ses propres valeurs, à partir de son propre génie, à partir de sa propre puissance. Et cette Afrique devait avoir des jeunes qui sont tellement riches, mais d'abord de leur intelligence intérieure. Avant d'être avalé par l'intelligence artificielle, il faut développer l'intelligence intérieure qui est donnée par la providence, par la naissance. Et c'est pour ça que on s'est servi du Gabon, on s'est servi du Sénégal, on s'est servi de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui dirigée par Ouattara, pour faire quoi? Mais pour tuer cette idée que l'Afrique, les nouvelles générations africaines doivent avoir une mémoire tellement longue que nous n'allons pas mourir à la fin du monde et que nous allons voir le monde d'après, le Gabon d'après, avec cette intelligence intérieure qui fait que nous ne sommes plus des gens dont on se moque, que oh, ceux-là, ce sont des primates. Regardez, ils aiment baiser, pardonnez-moi l'expression, ils aiment danser, ils aiment crier, machin, ils aiment se comporter comme des primates à peine évolués, voilà, et ils oublient qui ils sont. C'était ça, les non-alignés, c'était ça, notamment la doctrine, le concept de Ujamaa, de Julius Nyerere, le premier président de la Tanzanie, qui est un vrai génie, mais qu'on n'enseigne dans aucune école, aucune université africaine, parce qu'il avait compris que lui, la base de l'Afrique, de l'éducation en Afrique, c'est le village. Et en Tanzanie, on appelait ça Ujamaa. Ujamaa. Et pour nous dire Ujabdiao, connais-toi toi-même. On a dit que c'est Socrate, le philosophe grec, qui a inventé l'expression « connais-toi toi-même » d'abord. Mais non, c'est faux. Dans les villages, pour nous, tout le monde connaît le slogan « Ujabdiao ». Ujabdiao, ça veut dire « connais-toi toi-même ». Et je suppose que toutes les autres communautés au Gabon rassemblées autour de la vallée de l'Ogooué, ce qui est d'ailleurs le socle de l'identité gabonaise, c'est le rassemblement de tous autour des eaux primordiales que sont l'Ogooué. Donc le Gabon se définit par le rassemblement de toutes les différences autour d'un socle commun. Et ce socle commun, c'est la vallée de l'Ogooué. Ce sont les eaux primordiales, la tradition primordiale qui n'a rien à voir avec le Bwiti, le Bwiri, le Ndjembe, tout ce que vous voulez, voilà, qui sont des dérivés du vaudou, où il faut toujours avoir un crime pour avancer, comme dans la Rose-Croix et autres écoles ésotériques des mystères. Non, la tradition primordiale, nous l'avons perdue en chemin, parce que nous n'avons pas la profondeur historique. Nous pensons que tout commence quand on a fait l'initiation, quand on a fait la magie, quand on a fait la sorcellerie, quand on a dansé, et voilà, c'est là que tout commence. Mais non. Quand Nicolas Sarkozy dit à Dakar, le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Moi, je fais partie des gens qui ont crié sur l'Ivoirien qui a dit le 21 octobre, « Sarkozy, je t'aime ». Mais maintenant, je comprends pourquoi il a été comme pris de transe devant cet homme qui a tous les défauts du monde, mais quand même qui n'est pas n'importe qui. Ça, je dois l'avouer. Et c'est pour ça que l'Ivoirien dit « Sarkozy, je t'aime ». Mais je t'aime, Sarkozy, parce que tu m'as ouvert les yeux à Dakar.
Parce que tu m'as fait comprendre en tant qu'enfant d'immigré, enfant métis, enfant au sang mêlé qui venait de Hongrie par son père, que bien que tu aies profité du système du Saint-Empire germanique et romain qui va jusqu'en Russie, Dieu s'est servi de toi pour m'alerter. Sarkozy, je t'aime, c'est ça que ça veut dire. C'est là que j'ai compris que, oui, je m'en foutais de l'histoire. Tout ce qui m'intéresse, c'est de danser le coupé-décalé, de manger au dos tourné, de survivre seulement une journée et puis demain on verra. Jamais je ne prends conscience que je dois arrêter la marche du temps. Je dois m'inclure dans l'éternel présent. Je dois changer le monde. Je dois construire l'avenir. Je suis un Dieu parmi les dieux. C'est pour ça que ma mère, et chaque mère, psaume 86 de la Bible, qu'on lit comme des idiots qu'on ne comprend pas, quand on dit « Chaque homme l'appelle ma mère, car en elle tout homme est né », psaume 86. On lit ça comme des lungourous chrétiens. Il y a la parole de Dieu, la Bible, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes en dehors de l'histoire. Voilà pourquoi il faut changer de paradigme en Afrique. C'est pour ça que les dirigeants africains sont un crime contre l'histoire. Des gens qui dirigent les pays africains, surtout les pays francophones, sont des idiots au pouvoir. Regardez Paul Biya. À 92 ans, il veut encore être président. Et pendant tout son règne, les Camerounais ont quitté le pays, des génies, le pays s'est effondré. C'est un des pays les plus sales du monde, alors que c'est un pays riche, alors que c'est un pays qui a des intelligents en pagaille, des débrouillards, des gens valables, mais c'est devenu un pays du crime, un pays de la magie noire, de la sorcellerie, un pays vraiment, mais il n'y a pas un pays où vous allez aujourd'hui et vous rencontrez une communauté d'Africains en Russie, en Chine. Chaque fois que vous rencontrez des Noirs, vous aurez toujours à l'intérieur un Camerounais. Et très intelligent. Voilà un pays réduit à être un pays sale, un pays où, à 92 ans, on est encore prêt à tuer pour rester au pouvoir. Parce qu'on n'a pas conscience de l'histoire. Parce qu'on n'a pas conscience que le temps n'attend personne. Il faut contrôler l'histoire. Il faut s'inclure à l'intérieur de l'histoire. Il ne faut pas regarder l'histoire comme la génération actuelle qui, heureusement, est en train d'ouvrir l'esprit, qu'on appelle la génération Z, les 10-30 ans. On ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux comme on passait son temps devant la télé. L'histoire est en train de s'écouler et nous, on est assis, on regarde les choses et on s'en fout, ça ne nous concerne pas. Et puis, la vie, c'est juste montrer ses fesses sur Instagram, c'est insulter les autres sur Facebook, c'est, comment dire ça, finalement, être sous hallucinogène numérique. C'est organiser des nguilles cybernétiques, c'est-à-dire des assassinats ciblés sur les autres au moyen des réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'onguille cybernétique. Eh bien, nous devons absolument sortir de là. Et moi, c'est l'appel que j'ai reçu. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. J'étais un des premiers, peut-être même le premier au Gabon, à utiliser la culture cybernétique depuis 2008. Il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Les Camerounais, oui, Jacques Sa, la politique de Paul Biya, c'est la politique de Ouattara, la politique d'Oligui Nguema, la politique de Yadema, c'est-à-dire tous les cerveaux africains fuient. On fuit le Cameroun, un des pays les plus riches du monde. Pendant ce temps, le président est en Suisse avec sa femme. Je ne veux pas en dire plus. Et les gens sont là, ils sont dans la débrouille, ils mangent des lézards, ils font n'importe quoi, ils vivent avec 1 euro par jour. Voilà ce contre quoi Nicolas Sarkozy nous met en garde. Moi, je connais Sarkozy. Vous savez, les gens ne me connaissent pas, mais ma page va bientôt être utilisée comme une page de témoignage de l'histoire immédiate du Gabon, parce que depuis
1999, 1997 même, jeune homme, je suis dans l'histoire du Gabon. Et j'ai des preuves, j'ai des photos, j'ai des images. Je vais commencer à les diffuser pour que la génération Z, notamment au Gabon, s'éveille et qu'elle comprenne que si elle n'écrit pas l'histoire, si elle suit Oligui Nguema comme des idiots, comme des moutons, mais vous allez finir cuit au four. Vous êtes fini, vous êtes terminé. Parce que quand on critique, il y en a qui critiquent Oligui Nguema parce qu'ils n'ont pas de poste. Ils sont frustrés. Ou alors ils sont jaloux. Mais moi, je ne critique pas Oligui Nguema parce que je suis jaloux, parce que je l'envie. Au fond, je ne déteste même pas Oligui Nguema. Mais je pense qu'il est celui que le Saint-Empire germanique et romain a choisi pour continuer à entuber les gens au Gabon. Et c'est là le problème. Parce que la génération Z au Gabon doit être la génération qui comprend que si elle ne se bat pas, si elle ne s'inscrit pas de manière intelligente au cœur de l'histoire, dans la maîtrise du temps au Gabon, mais vous êtes finis. Les gens ne savent même pas au Gabon qui est Boucavel qui a écrit la chanson « Nous avons parcouru le monde ». Les gens ne savent même pas qu'au Gabon, on avait des savants, des docteurs en physique nucléaire, des médecins biologistes, découvreurs. Tous les génies du Gabon ont été tués, ils ont disparu. Quelqu'un comme moi, qui fait partie, je le dis avec beaucoup de modestie, d'un des hommes les plus capés, les plus diplômés, les plus réseautés du monde à partir du Gabon, mais ce sont des cancres, pardonnez-moi, je ne veux pas les insulter, des gens qui n'ont jamais rien vu, qui ne sont même jamais sortis de leur quartier, avec leur téléphone, ils vont t'insulter. Alors que tu es leur grand, tu es leur père, tu es un génie, mais c'est toi qu'on va insulter. Il y a d'autres personnes qui protègent Oligui Nguema, qui pensent que c'est un problème d'Oligui Nguema, parce qu'ils ont reçu des postes comme Laurence Dan, Marcona. Bon, Marcona, c'est un gars valable, je le connais depuis mon enfance. Mais parce qu'il a reçu le prix de la banque Goldman Sachs en 2009 ou 2007, Goldman Sachs, c'est l'une des banques de l'État profond américain. C'est pas du tout un prix Nobel. Hein. Parce qu'on s'est servi de lui pour combattre la Chine dans le Goévindo, il a reçu le prix de la banque Goldman Sachs, qui est derrière les Australiens aujourd'hui avec Oligui Nguema, qui ont pris la mine de Belinga. Eh bien, lui, il va soutenir Oligui Nguema, alors qu'il sait bien que Oligui Nguema ne s'inscrit pas dans la marche de l'histoire. C'est comme Grégory Ngouambina. C'est pas Ngouambina, mais Grégory. J'ai oublié son nom de famille, qui a reçu le prix Transparency International avant de mourir. C'est comme moi, j'ai été décoré de l'étoile du mérite. Je mettrai les photos sur cette page. J'ai été décoré de l'étoile européenne du mérite militaire et civil, sous Sarkozy. J'ai été introduit dans les cercles, en 2014, des Young Leaders américains. Personne n'a ça. Et à Moscou, j'ai été choisi comme membre du club diplomatique de Moscou. Qui a ça au Gabon? Vous avez des prophètes, des menteurs, des gens bizarres qu'on nomme par-ci, par-là. Et les gens qui ont la profondeur historique et stratégique du pays, ceux-là, ils sont combattus, ils sont traités de moins que rien, et le pays s'effondre. Donc, il y a un changement de paradigme nécessaire, parce que je suis de ceux qui pensent que Sarkozy a eu raison de dire à Dakar, le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Et l'histoire en cours a été inventée par le Saint-Empire germanique et romain qui a commencé avec le roi des Français, Clovis, qui s'est poursuivi avec l'empereur, le roi allemand Frédéric et autres, et que l'espagnol, la famille des Habsbourg, qui a implanté partout, jusqu'en Amérique, la découverte de l'Amérique, et qui aujourd'hui est dans les programmes des Rothschild, Rockefeller, Windsor et tout ça, c'est ça, le Saint-Empire germanique et romain,
qui est maintenant concurrencé par le Sud global. Le Saint-Empire germanique et romain est concurrencé maintenant à la fin de leur monde par ce qu'on appelle le Sud global. Et le Gabon doit s'inscrire non seulement dans le prolongement historique du Sud global, c'est-à-dire pour nous les Gabonais la renaissance africaine, parce que c'est nous qui avons empêché ça historiquement avec les Sénégalais et les Ivoiriens, mais il faut maintenant qu'on réfléchisse sur comment on s'inscrit dans le monde d'après qui va se mettre en place d'une manière multipolaire et plus du tout avec une domination d'un seul empire, d'un seul monde, qui est le monde américano-européen, allemand et un peu russe, ukrainien et tout ça. C'est ce qui explique la guerre actuelle. Si le Gabon ne se réveille pas, s'il continue d'être dirigé par des gens qui ne sont rien, qui n'ont pas de pensée profonde, qui n'ont pas de lecture stratégique et historique de l'histoire du monde, mais ce pays qu'on appelle le Gabon, il ne va continuer de s'agiter que pour des conneries, des bêtises. Vous pensez que quoi? Vous pensez que l'histoire du Gabon se résume à la CNAM-GS? Vous pensez que l'histoire du Gabon se résume à des décrets, à des conseils des ministres, à des petites élections de merde dans lesquelles les cancres font le débat, alors que les grands cerveaux du pays sont cachés ou en exil? Vous pensez que l'histoire, la profondeur historique et stratégique du Gabon, c'est Gabanda, mon grand frère que je connais bien, ambassadeur à Paris? Mais vous n'êtes pas bien. Vous pensez que ce pays va s'en sortir en ayant les voisins qu'il a, qui te prend une île, 3 îles, 4 îles, la Guinée, et tu n'es même pas capable de dire que tu n'as pas le droit? Je suis sous sanction internationale, c'est la transition, je n'ai pas intérêt à agir, je suis ni légal, ni légitime, c'est pas le moment de m'emmener au tribunal de la Haye. Si tu n'es pas capable de le dire, tu n'as pas de profondeur stratégique et historique. Et donc, tout ce que vous allez faire à la Haye pour prendre des îles, tes voisins sont les premiers qui vont te tuer, te manger comme dans les quartiers. Si on ne comprend pas que ce qui se passe au Cameroun, ça va impacter le Gabon, ça impacte déjà au niveau alimentaire, au niveau des approvisionnements en denrées alimentaires et autres, le Gabon, avec une forte communauté camerounaise. Si vous n'avez pas un ministère des Affaires étrangères qui comprend pourquoi Omar Bongo, qui repose en paix, qu'on a critiqué, mais qui avait quand même une petite stratégie, notamment sa stratégie diplomatique, qui s'appelait ni indifférence, ni ingérence. Ça, c'était la doctrine stratégique et diplomatique d'Omar Bongo, et Jean Ping le sait bien, il a été ministre des Affaires étrangères. Ni ingérence, ni indifférence. Maintenant, nous avons des dirigeants qui sont comme des primates à peine évolués devant des vieux sorciers qui bloquent l'Afrique centrale. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Les générations Z africaines, et notamment au Gabon, doivent comprendre que même au plan diplomatique, ce n'est pas normal. Sarkozy a raison quand il dit l'Afrique, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il regarde les choses comme si ça ne le concerne pas. Il est prêt seulement à se battre comme un primate pour une banane ou pour une femelle. Pour un vagin ou pour un bangala, comme on dit, ou pour manger une banane. Là, on voit l'homme africain. Ou pour danser, ou s'agiter, ou dans la jungle à coups de musique de taré comme les musiques de l'oiseau rare. Contre qui je n'ai rien, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas de la musique. Même ma nièce créole, c'est pareil. Il faut qu'on les forme un peu plus musicalement. Parce que les musiques qui valent la peine d'être écoutées, ce sont celles qui élèvent un esprit vers le haut, vers l'harmonia mundi, vers les fréquences positives. Parce que ce sont des ondes qui doivent t'élever et non te déchirer comme on déchire un corps. Il y a une révolution ontologique à faire en pays noirs et notamment en pays africains. Et ce n'est pas avec les dirigeants que nous avons, les vieux et les jeunes, que nous pouvons permettre à l'Afrique, au Gabon, au monde bantou d'entrer dans le monde d'après. Parce que dans le monde d'après, c'est le monde de l'âge d'or.
Et je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que le monde de l'âge d'or, parce que je vais passer à la deuxième partie de mon intervention, qui est donc, qu'est-ce que c'est que le monde d'après et qu'est-ce que c'est que le Gabon d'après, qu'est-ce que c'est que le Saint-Empire germanique et romain. Mes chers compatriotes, dans cette deuxième partie, je dois vous dire que les hindous, les hindous, ce sont des... Tout le monde est né en Afrique. C'est une femme africaine qu'on appelle Ève mitochondriale. Vous pouvez taper sur Wikipédia Ève mitochondriale. La première femme qui est à l'origine de tous les êtres humains, c'est une femme qui vivait en Afrique. Les scientifiques l'appellent Ève mitochondriale et les philosophes comme moi qui ont retrouvé les sources primordiales de la civilisation africaine en Égypte, qu'on appelle donc les Kémétou, les Kémétiens, pas les Kamites. Moi je ne suis pas Kamite, je suis soit Kémétien, soit Kémétou, mais pas Kamite. J'expliquerai cela plus tard. Donc, cette femme est en Afrique. Les hindous sont issus de cette femme. Et dans leur doctrine métaphysique, ils ont découvert que l'histoire du monde, dont Sarkozy dit que, mais pourquoi les Africains ne veulent pas s'inscrire dans l'histoire? Eh bien, cette histoire pour les hindous, c'est une histoire qui tourne en boucle tout le temps. Et c'est la même histoire. C'est toujours la même histoire. Elle fait une boucle de plus de 2000 ans ou 26 000 ans, je ne sais plus. Toujours est-il que quand l'histoire commence, c'est comme le début d'une rivière. On appelle ça l'âge d'argent chez les hindous. Je n'ai pas le terme exact, mais c'est surtout les deux derniers termes hindous qui m'intéressent le plus. Donc l'âge d'argent, je ne vais pas vous le dire en langage de l'Inde. L'âge d'argent, ça commence. Ensuite, on arrive à l'âge du bronze. C'est l'âge des pierres, des minéraux, des pierres précieuses. L'âge du bronze. Et là, l'histoire change. Mais ce qui va nous intéresser en tant que Gabonais, en tant que génération Z du Gabon, à qui je m'adresse, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la génération Z au Gabon, les 10-30 ans. Les autres, moi, je suis fatigué de leur parler, pardonnez-moi. Après l'âge du bronze, qu'on appelle aussi l'âge d'airain, vous avez l'âge de fer. Et c'est là que je vous donne maintenant le mot de l'Inde qui s'appelle le Kali Yuga. C'est l'âge de fer. Et j'ai l'impression que c'est là où nous sommes en ce moment, à la fin de l'âge de fer. Parce que le Kali Yuga, l'âge de fer, c'est le moment dans l'histoire où rien ne va. C'est le moment où le diable, le démon qu'on appelle Kali, ne confondez pas avec la princesse Kali, la déesse Kali en Inde, mais c'est un démon qui s'appelle Kali, celui que Macron a appelé la bête de l'événement, c'est lui. C'est là que tout va mal, dans cet âge-là. C'est-à-dire que les gens sont des brutes, comme dans le film de Sergio Leone, le bon, la brute et le truand. On peut dire que le truand, c'est l'âge de bronze ou l'âge d'airain. Quand l'histoire rentre dans une époque de truandage, de commerce, de navigation, de marché mondial, de Montbois et tout. On est là dans le truandage, le commerce. Et quand on arrive à l'âge de fer, c'est la guerre mondiale, la guerre mondiale, anciens combattants. On tue, on massacre, il n'y a plus rien, on ne se respecte plus, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'amour, c'est chacun pour soi. Les hommes deviennent des bêtes de l'événement. C'est pour ça qu'au Gabon, on a un quartier qui s'appelle Kali la bête, Kalikak, c'est-à-dire la bête qui mord, la hache qui mord le bois. Je connais ma hache. C'est ce que Akedingue a voulu dire. Kalikak. Kalikak, en pour nous, ça veut dire Kali te mord. Il te mord comme si tu es un bois.
Un bois sec, il te coupe, il te tue en crime rituel, il te massacre, il s'en fout, il te bouffe, il te mange. Voilà. L'âge de fer, c'est un âge très méchant et très mauvais. Après, il y a le dernier âge, quand tout redevient positif et normal, on appelle ça l'âge d'or. Et en Inde, on appelle ça Ketri Yuga. Ketri Yuga, c'est l'âge d'or, c'est l'âge de la poule aux œufs d'or, c'est l'âge de l'abondance partagée, c'est l'âge où tout le monde se calme, c'est l'âge de la paix, où chacun redécouvre sa liberté, même s'il faut faire attention parce que c'est un âge qui est contrôlé par Saturne, qu'on appelle aussi Satan, hein, quelque part. C'est un peu compliqué. Mais l'âge d'or, c'est quand tout s'arrange. Et quand Donald Trump arrive en 2025, le 20 janvier 2025, lors de sa prestation de serment devant la Cour suprême américaine, et en Mondiovision, il dit « C'est maintenant que commence l'âge d'or de l'Amérique ». Mais il se trompe. Parce que l'âge d'or ne peut pas concerner que l'Amérique. Parce que l'Amérique est une partie du Saint-Empire germanique et romain qui représente l'âge de fer. C'est-à-dire l'âge de la bête. L'âge où on a massacré les Incas, les Mayas, les Africains, l'esclavage et tout, le néocolonialisme, les bombes atomiques, la pauvreté, la misère, les vaccinations, la tuerie. C'est ça l'âge de fer. En réalité, Donald Trump arrive à la fin de l'âge de fer. Il ne peut pas. Il est en train de se rendre compte que Donald Trump, que nous avons tous souhaité voir président des États-Unis, mais il a dit « Bienvenue dans l'âge d'or de l'Amérique ». Mais il est en train de se rendre compte qu'on n'est pas dans l'âge d'or. On est peut-être à la fin de l'âge de fer. Parce que c'est là où on est prêt à utiliser les armes de destruction massive, les bombes nucléaires. Et Trump qui arrive avec des idées d'âge d'or, il se rend compte qu'il ne peut pas faire plier la Russie, il ne peut pas faire plier la Chine, il ne peut pas faire plier facilement le Canada, il ne peut pas faire plier le Venezuela, parce que l'âge de fer est là. Si Trump veut obliger même les Israéliens, Netanyahou, à entrer dans l'âge d'or, on fait dans le semblant, mais on a toujours envie de s'entretuer. On n'est pas volontaire. Il n'y a pas de coalition des volontaires pour dire on va aller vers la paix, on va respecter maintenant les Noirs, on va comprendre que les Noirs sont nos ancêtres, sont nos pères, et qu'il n'y a aucune raison de les condamner à l'immigration, à la pauvreté, à la misère, et il n'y a aucune raison de leur imposer des chefs d'État voyous, où tout le monde veut devenir président, où les gens ont perdu leurs valeurs, où tout le monde veut être président, alors que président, c'est même pas dans nos cultures. Hein. Dans nos villages, que Nyerere appelait Ujamaa, ou le Dimbu, il n'y a pas quelqu'un qui commande dans le village comme un président africain. Tout se règle en collaboration les uns envers les autres, dans le respect des clans, parce que le chef qui, dans un village, choisit de se comporter comme un président africain, soit il est obligé de tuer les autres, soit il doit être tué. Parce que le village noir n'accepte pas le despotisme. Le village noir accepte le partenariat volontaire dans l'intérêt du clan et du village. On ne fait pas n'importe quoi dans le village. Donc, nous sommes dans un contexte où, je salue Charlie Kumbawiti qui dit « Grand, reviens travailler pour ton pays, tu as des neurones encore utiles ». Mais Charlie Kumbawiti, mais tu parles d'un pays où on a tué tous les savants. Où Philippe Maury, le plus grand cinéaste gabonais, est mort comme un chien de Nzarion. Vous vous êtes moqué de lui. Ou des gens qui ont fait des travaux sur le sida, sur le nucléaire, ou le professeur Gassita qui a travaillé sur l'ibogaïne, ou Boucavel, des grands génies. Tout le monde quand vous êtes quelqu'un qui a de la profondeur stratégique et historique, mais vous êtes un ennemi dans un pays où on ne vous aime que si vous êtes un moins que rien, bête comme un Gabonais. Pardonnez-moi, ce n'est pas une insulte. Voilà un pays où Bitom dit qu'il va devenir maire de Congo et les gens applaudissent. Voilà un pays où
tu peux passer de directeur de la dette au Parlement avec ton père qui est camerounais sans avoir expliqué ce que tu as fait avec Mbaobam. Voilà le Gabon. Le Gabon, c'est le pays où plus vous avez des valeurs, des richesses, les autres sont jaloux de vous. Plus vous brillez, plus on veut vous éteindre. C'est cette révolution ontologique que je souhaite pour le Gabon, parce que le Gabon, c'est le laboratoire du monde. Et c'est ce qu'avait compris Albert Schweitzer. C'est un pays qui ne peut être dirigé que par des génies pour fabriquer des génies. C'est pour ça que nous avons l'oiseau le plus intelligent du monde, qui est le perroquet gris, le perroquet rouge et le perroquet blanc. Il a les trois couleurs, c'est l'oiseau le plus intelligent du monde et il est gabonais. Et vous voyez ce perroquet-là, trafiqué partout sur les marchés, à Yaoundé, machin, il ne vit qu'au Gabon, et pourtant, vous le trouvez jusqu'en Alaska, où il est prisonnier du Saint-Empire germanique et romain, si je puis m'exprimer ainsi. Donc cet empire que j'étais en train de vous expliquer, germanique et romain, son temps est fini. Il représente l'âge de fer, qu'on appelle en Inde le Kali Yuga. C'est l'époque où tu ne vaux rien. On peut te traiter en esclavage, te tuer, te massacrer et te transformer en dollar. Vous voyez le symbole du dollar, c'est un serpent qui est crucifié avec 2 clous, comme Jésus. C'est l'esclavage. Ça, c'est l'âge de fer. On te crucifie avec 2 clous en fer. On te transforme en ditingo, c'est-à-dire en travailleur astral, en zombie. Et on enrichit l'empire par le fer et par le sang. C'est cet âge-là qui est en train de se terminer. Et ceux qui sont là à animer cet empire germanique et romain, ils ne veulent pas que ça change alors que leur temps est terminé. Il faut qu'ils négocient maintenant avec tous les autres. Le temps où ils traitaient les Gabonais en esclaves enculés, pardonnez-moi l'expression, c'est terminé. Donc ils ne peuvent plus positionner un Oligui Nguema à la tête du Gabon. Toute personne qui n'a pas la conscience de Julius Nyerere, d'Haïlé Sélassié, de Modibo Keïta, de tous les autres, ne peut pas diriger un pays bantou en général, et le Gabon en particulier. C'est fini, c'est terminé. On va tourner en rond comme Sarkozy a dit à Dakar, vous allez tourner en rond parce que vous n'avez pas la profondeur historique. Vous n'allez pas tourner en rond, vous ne pesez pas, vous ne comptez pas, parce que ceux qui dirigent vos pays, mais ce sont des édungués, c'est-à-dire des idiots utiles au Saint-Empire germanique et romain. Voilà le problème du Gabon en général et le problème des pays africains, notamment des pays d'Afrique centrale. Mais tant qu'il n'y aura pas une génération Z au Gabon pour dire « trop c'est trop », on a trop souffert, tout est à refaire. Après la vérité, il n'y a plus. C'est bien, vous lancez des bons slogans, mais vous ne les appliquez pas. C'est vrai, tout est à refaire. Après la vérité, il n'y a plus rien. On a trop souffert. Vous avez dit la vérité, comme les perroquets du Gabon, les plus intelligents du monde. Mais la génération Z doit se lever au Gabon sans chef, sans être manipulée par les politiciens, par les religieux, par les évêques, les pasteurs, les prophètes, les chanteurs, les sorciers, les ngangas et tout. La génération Z, normalement, elle n'est pas sous mind contrôle. Elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas dirigée par quelqu'un. Elle doit agir. Elle doit agir. Parce que c'est de son avenir qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ma génération, hein, la génération Z. Nous sommes déjà sur la pente descendante. Mais nous sommes là pour vous informer et pour vous former. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui se bat. Moi, je ne suis pas comme certains qui pensent qu'on doit devenir président pour réussir sa vie. Tout le monde doit passer, tout le monde crie « président, président », et puis que c'est ça la vie. Mais quand tu seras mort dans ton cercueil, en train d'être pourri, dévoré par les asticots, on va encore voir comment tu vas soit t'appeler l'oiseau rare, soit t'appeler président ceci, ou te faire t'appeler excellence monseigneur, ou machin, l'homme de Dieu, Ngwambina, je ne sais pas quoi, Ngoussi et tout. Mais c'est des conneries tout ça. En fait, dans l'âge d'or, on n'est plus sous contrôle.
à la fin du Saint-Empire germanique et romain, on n'a plus quelqu'un qui peut vous enfoncer le fer dans le cul de l'ontologie. Vous savez que j'aime bien cette expression. Il n'y a plus de Mundunga pour vous commander, pour vous manipuler, pour vous aspirer dans le noir. Dans l'âge d'or, c'est l'éveil des consciences. Dans la génération Z qui va lancer l'âge d'or, j'espère, c'est l'éveil c'est des consciences éveillées. Si tu veux être musulman, juif, chrétien, tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller au concert de qui, mais tu deviens tellement intelligent, tellement éveillé, que plus personne ne peut te manipuler. Parce que le problème de l'âge de fer, c'est que les plus forts, ceux qui ont du fer, ceux qui ont des armes, ceux qui ont de la manipulation dans la bouche, ils te manipulent, soit pour te voler ton argent, que ce soit à l'église ou ailleurs, soit pour te tuer, soit pour te traiter en esclavage, en te zombifier, en te transformer en quelqu'un qui est là, en fan, quoi. Tu es toujours là en train d'applaudir les gens, alors que toi-même tu es une star, toi-même tu es un dieu, toi-même tu peux écrire un livre, tu peux composer, tu peux dire voilà ce que je pense, et tu n'iras pas en prison pour ça. Tu peux donner tes avis parce que tu as réfléchi, parce que comme disent les chrétiens, le Saint-Esprit est sur toi, ici, là. Tu es éclairé du dedans, tu as une intelligence intérieure. C'est ce qui caractérise la génération Z, la génération du Gabon d'après, la génération du monde d'après. Éveille-toi, Gabon. Merci Luvango, stratégie de Dieu. Éveille-toi, Gabon. La génération Z, la génération du monde et du Gabon d'après, la génération après le Saint-Empire germanique et romain, c'est la génération éveillée. Pas des églises éveillées qui donnent le pouvoir à un seul homme qui vous pique votre argent et vous raconte des conneries et vous invoque des shekinah, des kabbales juives, du judéo-christianisme bizarre, de l'islamo-bizarro-terroristo machin, du catholicisme de Dagon et du mitraïsme babylonien. Non, la génération Z, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle agit sous l'impulsion d'une intelligence intérieure, c'est-à-dire l'intelligence venue du tombeau. C'est pour ça qu'on dit à tombeau ouvert. C'est pour ça que Platon parle du mythe de la caverne, c'est-à-dire les gens sont enfermés dans le cul de l'ontologie, dans le Mundunga, ils ne savent rien, ils sont contrôlés par des chaînes, et à ce moment-là, il y en a un qui se libère, il sort, il est éveillé, il voit la lumière, et il n'en revient pas, et il voit enfin la vérité. Il n'est plus enfermé dans son banja, dans son temple bizarroïde, dans sa temple de la Rose-Croix ou de je ne sais quelle connerie, en train d'écouter des entités qui sont des entités de sorciers, de menteurs, qui leur racontent des conneries du matin au soir, et puis ils disent « Oh, on est initié par l'anus. » Ça, c'est pas de l'initiation. La vraie initiation, ce sont celles dont Jésus a parlé dans Jean 8. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça la vraie initiation. Donc, mes chers compatriotes, je vous ai dit au départ que Nicolas Sarkozy a eu raison de nous avertir que l'homme africain n'est pas... Il refuse d'entrer dans l'histoire. Il refuse de créer lui-même l'histoire. Il préfère aller prendre ses ordres ailleurs. Et je viens de vous dire que le Saint-Empire germanique et romain, c'est cet empire qui a commencé avec l'écroulement de l'Empire romain, qui a commencé en France, qui s'est poursuivi en Allemagne et qui s'est développé en Autriche, en Portugal, Espagne, une partie de la Russie. Ils ont fait le tour du monde, ils ont dominé le monde par le fer, le sang et le feu. Et maintenant, nous arrivons à la fin du Kalikak, du Kali Yuga, à la fin de l'âge de fer. L'âge d'or dont parle Trump, à tort, il n'a pas commencé parce que même les Américains vont tomber. Même l'Amérique va tomber. Parce que depuis le 11 septembre 2001, quand les deux tours jumelles de New York se sont effondrées, l'Amérique a cessé d'être le modèle du futur. Parce que les deux tours représentaient les deux cornes de la vache. La vache que les hindous appellent justement les quatre âges de l'humanité. Ce sont les quatre pattes
de la vache sacrée, du taureau, de la tauromachie, là où quand on se tient, quand le taureau se tient sur 3 pattes, eh bien là, on est dans l'âge de fer, le Kali Yuga. Et c'est là que les 2 cornes des 2 tours jumelles qui représentaient le 11 ontologique, c'est là que l'Amérique a cessé d'être le modèle du futur. Donc, notre président peut venir faire ce qu'il a fait. Oui, c'est l'âge d'or, mais entre-temps, il y a l'assassinat en septembre 2025 de Charlie Kirk. Il est assassiné en Isaac, comme quand Abraham tue son fils pour avoir la terre promise. Après, il vient mentir que ah non, finalement, on ne l'a pas tué, il est sorti comme un bélier, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et tout. Ah, Charles Kirk et tout, non, il n'est pas machin, c'est pas nous et tout. Mais l'enfant a été tué, il a été buitisé, il a été mouillisé, il a été njobisé. On l'a pris dans le famlaquois, on l'a mangé et tout, c'est terminé. On a fait un ditengou, un travailleur astral, parce que le Gabon, c'est le laboratoire du monde, je vous le dis. Quand je serai au Gabon, je pense que je serai beaucoup plus un enseignant qu'un dirigeant. Parce que je crois que le Gabon n'a pas besoin de président. Le Gabon a besoin d'un régime parlementaire où le Premier ministre gouverne, où le chef de l'État, il est un arbitre. Et il permet à tout le monde d'avoir sa place dans le pays. Moi, je ne partage pas le puritanisme de beaucoup, les donneurs de leçons là, qui sont incapables aujourd'hui de dénoncer les crimes rituels, alors qu'avant, ils donnaient des leçons au monde entier parce qu'ils n'ont plus le goût. Moi, si j'avais plus le goût de vice-premier ministre, j'aurais tué des gens, j'aurais fait du banditisme, j'aurais volé. Donc, c'est toujours possible de ne pas le faire. Donc, dans l'âge d'or du Gabon d'après, nous parlons d'une réforme fondamentale de l'État gabonais qui fait que ce pays a un régime parlementaire et qui permet finalement à toutes les 9 provinces d'avoir leur place dans le déroulé historique de notre pays et qui se bat pour la renaissance africaine en Afrique centrale, par la renaissance du royaume du Congo, la réconciliation des États anciennement colonisés entre eux, par des intégrations sous-régionales qui excluent le despotisme, qui excluent le fait que l'argent du Gabon, c'est l'argent du président, que l'État gabonais, que l'État camerounais, que l'État machin, c'est l'État de quelqu'un. C'est l'État de tout le monde. Moi, je ne vais pas rentrer au Gabon pour venir jouer la comédie avec des hommes africains qui sont en dehors de l'histoire, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui pensent que leur seul truc, c'est de baiser les femmes, avoir les voitures, faire les malins. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je ne parle pas de moi. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un au Gabon qui a une histoire aussi romanesque que la mienne. Je ne le dis pas par vantardise. Je n'ai passé que 11 mois au gouvernement d'Ali Bongo. Et je n'ai rien fait de mal là-bas. Mais mon histoire politique a commencé au Gabon, jeune homme, en 1997. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Alain-Claude Bilibinzé. On était à Radio Soleil, à Petit Paris, le quartier de Libreville. Elle s'est développée en 98 en observateur des élections où j'ai croisé Mamboundou. Elle s'est encore développée par 10 ans d'humanitaire au Gabon. J'ai toutes les photos, toute l'histoire, toute l'historique. Elle a changé de nature à partir de 2007-2008 avec mes retrouvailles avec Onaï Sangui, Marc et ma lettre ouverte qui les a emmenés tous en prison, où je me suis évadé miraculeusement. Et cette histoire a été extraordinaire, encore parce qu'en 2010, j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, j'ai fui dans le monde entier, à commencer par la Chine, mais j'en parlerai petit à petit. Mon histoire, elle vit une autre forme d'accélération lors de mes connexions avec Pierre Claver Nzeng, qui mourra en 2010, empoisonné à l'hôpital militaire. Et lui et moi, on devait être empoisonnés ensemble au sein de l'Union nationale.
Je ne vais pas développer ça. Et c'est Pierre Mamboundou qui meurt, avec qui je suis en contact, alors que j'ai décidé d'abandonner la politique après mon voyage, financé par Ntuntu Mahi et André Baobab, mon voyage à Addis Abeba, où j'entre au sein de l'Union africaine en tant que ministre des Affaires étrangères illégal de Baobab. Je rentre dans une réunion de l'Union africaine devant Ali Bongo, Jean Ping, les chefs d'État et tout, et c'est retransmis en direct par Africa 24. Je suis mis en résidence surveillée par le gouvernement éthiopien. Et là, Ntuntu Mahi et Baobab me laissent tomber. Nous sommes en février 2011 et quand je rentre, je suis tellement dégoûté de mon aventure à Addis Abeba que je décide d'abandonner la politique et je me retire de l'Union nationale. Ce qui me vaut la haine des gens de l'Union nationale qui voudront me lyncher d'ailleurs en 2015 au siège de l'Union nationale pour ça. Et je serai sauvé par Paul-Marie Ngonjo. C'est une longue histoire. Donc personne ne peut me parler au Gabon. Quand j'écrirai les 3 tomes de mon aventure, mais les gens vont dire « Moubamba, tu mens, c'est faux ». Et mon histoire, c'est la mort de Pierre Mamboundou quand la femme du consul de France à Port-Gentil me demande de revenir de France au Gabon pour essayer de sauvegarder l'héritage de Pierre Mamboundou qui va aller à Uadia, comme on dit. Et malheureusement, je vais échouer dans cette mission qui va durer quand même 4 ans. Hein. Et je serai sauvagement chassé de l'UPG en 2015 sous les moqueries des gens. Après une intervention des forces de défense et de sécurité en 2015 au siège, vous avez les photos sur Internet. Humilié, dépité, je suis obligé de me présenter en 2016 en indépendant. Il se passe ce qui va se passer, je suis 3e à l'élection, les gens ne s'en souviennent pas. Et il y a la question des violences et des tueries. Qu'est-ce que je dois prendre comme positionnement? Je vais me retrouver 11 mois dans le gouvernement d'Ali Bongo avec Isso Zengonde, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, mais qui ne va pas comprendre ce que je veux lui expliquer. Et donc, ça finira par mon départ du gouvernement dans des conditions terribles et une longue traversée du désert qui se conclura par mon retour au Gabon, qui sera exceptionnel et merveilleux, et qui correspondra au début de l'âge d'or de la République gabonaise. Qu'il en soit ainsi, si Dieu le veut. Donc, je veux conclure cette conférence d'aujourd'hui par le Gabon maintenant. Parce que j'ai parlé de Sarkozy. Seuls ceux qui ont une longue mémoire peuvent survivre. Et les Gabonais n'ont pas de mémoire. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas où ils vont. Ils survivent, ils mangent, ils copulent, ils font n'importe quoi et ils s'étonnent que le pays s'effondre. Il n'y a aucune logique. Quand je vois qui on vient de nommer dans les directions générales du Gabon, quand je vois qui on a nommé aux archives, mais je ris, je rigole. Je dis on est foutu. Quand je vois qui on a nommé à l'ambassade de France, à l'ambassade du Gabon en France, je dis, bon, je connais pourtant, c'est un frère. Mais je vois qu'on ne va nulle part. On tourne en rond. On est toujours dans l'âge de fer, l'âge de Kalikak, l'âge du Kali Yoga, l'âge où on t'enfonce le fer dans les fesses et tu cries de douleur. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Donc, j'ai aussi dit que le Saint-Empire germanique et romain, c'est cette réalité de contrôle global du monde qui se met en place avec la chute de l'Empire romain à travers la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, partie de la Russie. C'est le gouvernement du Nord par le fer et par le feu, par la guerre. Et c'est cette réalité qui ne veut pas s'effacer. C'est l'âge de fer qui ne veut pas laisser la place à l'âge d'or, c'est-à-dire à la poule aux œufs d'or, au soleil de justice et de vérité, à la reconnexion avec la matrice, la Mahat. Et voilà le problème du Gabon, voilà le problème du monde où les gens préfèrent une guerre nucléaire, une destruction de tout, plutôt que de laisser passer l'âge d'or. Et
Donald Trump, le président américain, qui avait dit qu'il allait régler le problème en 24 heures, il a vu que l'âge de fer n'a aucune intention de disparaître comme ça en Ukraine, à Gaza, ou même au Congo démocratique. Vous vous souvenez de cette réunion ubuesque et totalement risible entre Donald Trump et 5 présidents dans son bureau qui ne comprennent rien, qui sont là en train de... Ils sont dans un jeu, dans un jeu télé, quoi. The Apprentice. Ils sont là en train d'apprendre que qu'on est toujours dans l'âge de fer, qu'on est dans les jeux comiques, dans les échecs et maths. Et donc, je vais conclure ma conférence du jour. Il y en aura une autre demain, dimanche. Je conclus maintenant sur la place du Gabon dans le déroulement historique, dans les phases historiques actuelles, où on ne voit plus le Gabon briller de mille feux. Donc, quelle est la place du Gabon dans le monde d'après? La place du Gabon dans le monde d'après, c'est... Il n'y a qu'un animal qui ne peut être que le vrai totem du Gabon d'après, et ce n'est pas la panthère. Dans la panthère, on a là un animal, qui est solitaire, c'est-à-dire égoïste, narcissique, violent. Il ne pense qu'à tuer l'homme là, comme on dit, la chanson des Masako, tuer l'homme là, kula mutu. Alutinalo, alutinalo. La panthère, elle est solitaire. Elle n'aime pas la vie de famille. Elle n'aime pas la vie de couple. Elle fait ses enfants seule. Elle élève ses enfants seule. Elle leur apprend à tuer et à boire le sang. C'est l'entité des criminels rituels. C'est la lance que Junior Ndondon a donnée à Oligui Nguema lors de sa prestation de serment au stade sino-gabonais. C'est la lance du destin, on appelle ça la lance des Romains. C'est la lance qui a été enfoncée dans le cœur de Jésus sur la croix. C'est ça qu'on appelle la lance du destin. Et c'est cette lance-là que Hitler, la German, cherchait. C'est la griffe de la panthère. Donc la place du Gabon dans le monde d'après, c'est un pays qui change sa fréquence, qui n'est plus le pays des Nguema, le pays des lions, le pays des félins, le pays des léopards. C'est un pays dont l'équipe nationale de foot ne s'appelle même plus les Panthères du Gabon, où les résistants ne s'appellent plus les Panthères ou les Amazones. C'est un pays qui retrouve l'intelligence intérieure. Le Gabon dans le monde d'après, c'est la matrice de l'intelligence du monde, l'intelligence intérieure, c'est-à-dire que quand un Gabonais va à la chasse, tout le monde partage le gibier, n'est-ce pas? Mais ce gibier n'est pas le crime de la panthère. Aller à la chasse, c'est la chasse des abeilles. Voilà le premier totem du Gabon. Il y a 2 ou 3 animaux qui sont les vrais totems du Gabon dans le monde d'après. Le Gabon n'est plus un pays de la sauvagerie dans le monde d'après, un pays de la tuerie. C'est un pays de l'intelligence intérieure, symbolisé par un perroquet. C'est un pays de l'abondance partagée, symbolisé par l'abeille. Et c'est aussi un pays de la guérison, qu'on appelle donc le serpent vert, le serpent Moubamba. Le serpent qu'on ne tue jamais au Gabon, le serpent des jumeaux, c'est le Moubamba, c'est le serpent vert. Je m'explique donc pour terminer sur cette place, sur ce rôle du Gabon dans le monde d'après à travers ces trois totems. On écarte la panthère comme totem du Gabon, la violence, tuer, boire le sang, la solitude, le crime, la fourberie du Nord, la jalousie du Sud. C'est ça la panthère. Nous avons
dans le Gabon d'après un premier symbole, un premier totem qui est donc le perroquet à queue rouge, plume grise et tout le reste blanc, parce que c'est l'oiseau le plus intelligent du monde. Et c'est pour ça qu'au Gabon, on avait inventé la fréquence universelle, qui était Africa numéro 1, c'était un symbole d'intelligence intérieure. Personne n'a compris comment ce pays a produit des journalistes aussi intelligents. Tout d'un coup, même Radio France Internationale était jaloux du Gabon. Mais comment des Gabonais peuvent être aussi intelligents au point de créer une chaîne où l'intelligence surgit sous la forme de Patrick Nguemandon avec ses aventures mystérieuses, de Joseph Mburu, de plein de noms qui ont étonné le monde. À tel point que, la France-Afrique a commencé à dire non, 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 non. Faisons tout pour fermer cette radio-là. Ils sont trop intelligents, ces perroquets-là. On pensait qu'ils allaient juste crier comme des corbeaux. Maintenant, ils parlent comme des perroquets avec une intelligence incroyable. Il faut fermer la fréquence universelle. C'est ça le perroquet, le koussou. Et je pourrais développer davantage, mais comme je sais que les services secrets et spéciaux gabonais m'écoutent tous les jours, qu'il y a un bureau où les gens notent tout ce que je dis, je suis au courant de tout ça, je ne vais pas trop vous donner mes idées, mais vous avez à peu près, vous la génération Z, c'est à vous que je parle, voilà là où vous devez aller. D'abord, changez les symboles, changez les signes. Le totem de la panthère n'est pas bon. Premier totem que vous allez prendre comme un totem valable, c'est le perroquet, l'intelligence intérieure. Ensuite, vous allez prendre comme deuxième totem l'abeille. Les abeilles ont ceci de particulier. C'est un seul peuple, c'est une seule nation. Et les abeilles ont une manière d'être unies entre elles. Elles ont la même vibration qui sort par leur queue, leur cul d'ailleurs. Quand elles vibrent comme ça par la queue et par le cul, la vibration, la musique, la fréquence, elle ne bouge pas les fesses comme créole. Elle ne bouge pas les fesses comme les chanteuses qu'on voit là, comme les groupes d'animation, les kunabélistes. Elle ne bouge pas comme Maman Patience Dabani qu'on a vu en Bolo aujourd'hui pour rappeler aux gens que les Gabonais n'ont pas la connaissance. Yo, la connaissance. Voilà, on comprend tous ces symboles-là. Les abeilles ont une fréquence commune et elles travaillent pour l'abondance partagée sans détruire la nature. Donc, quand la génération Z prend comme symbole l'abeille, elle envoie le message au monde que nous n'allons plus du tout détruire la nature au Gabon. On ne va plus polluer les fleuves, on ne va plus couper les arbres n'importe comment, on ne va plus salir le pays. On va prendre ce qui est important, comme les abeilles. Quand une abeille part, elle sait qu'elle doit se procurer le nectar des rêves, le pollen. Elle doit prendre ça, une quantité suffisante, elle avale ça, elle met ça dans son intelligence intérieure, et elle va vomir, elle va cracher, elle va chier ça, et ça devient du miel. Et ce miel, c'est l'abondance partagée, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Le miel, c'est l'âge d'or, hein. Donc voilà pourquoi vous devez aller chercher dans le monde des abeilles les messages codés. Donc, et ça crée de l'abondance partagée, et cette abondance, ça crée de la richesse sans détruire la nature. Et enfin, vous devez prendre comme dernier symbole, parce que vous ne devez pas être seulement des abeilles gentilles et innocentes, bien que les abeilles aient des dards et des aiguilles, des épées pour se défendre. Vous ne devez pas être seulement des perroquets qu'on capture, qu'on vend sur le marché mondial comme des Rinaldi, des Esther et des pauvres petites Bibana, sans que l'État, sans que le ministre de la Justice ne parle, ou le voyou procureur minant ne parle. Vous devez aussi avoir une capacité, une fréquence de guerre, une fréquence de combat qui n'est pas de la méchanceté, mais qui est représentée par le serpent vert, dont je porte le nom Moubamba, ça veut dire le sentier lumineux. Vous devez être des serpents verts qui n'agressent pas, qui n'attaquent pas les gens, mais qui savent se défendre, qui ont du venin. Et c'est avec ce venin-là qu'on fabrique les médicaments qui guérissent. C'est pour ça que c'est ce serpent
qu'on brandit devant les pharmacies enroulées autour d'une croix. Ça représente la guérison, c'est le caducée, c'est le bâton de l'entité grecque qu'on appelle Hermès. C'est aussi le bâton de Moïse, le caducée. C'est l'équilibre des forces contre le Moudouma, le cobra, contre les forces du mal, contre les forces du chaos. Nous devons défendre en tant que génération Z, vous, parce que c'est votre génération, l'ordre contre le chaos. Donc, vous devez avoir une fréquence qui remet à sa place les artisans du chaos et du désordre. Vous devez les intimider quand ils veulent vous agresser. Les autres sont des Moudouma, des Cobras. Vous êtes des Moubamba. Vous êtes des serpents verts. Vous êtes des serpents de la guérison qui apportent la guérison à la nation par votre connaissance. Parce que le serpent que vous voyez dans l'annonce que j'ai mis avant cette émission, qui est le serpent qui est sous la colonne du philosophe et qui a la plume, eh bien, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Le serpent, c'est la connaissance. Le serpent, c'est la vaillance. Le serpent, c'est pas la panthère qui agresse. Le serpent a du venin pour se défendre, mais il n'est pas là pour agresser. Il est là pour enseigner. C'est aussi le serpent qu'on appelle Prométhée. C'est Prométhée qui a donné la torche indigène à l'humanité. Donc la flamme de la liberté à l'humanité. N'écoutez pas les menteurs qui viennent vous raconter des mensonges du matin au soir pour vous mettre en dehors de l'histoire. Et c'est ce que Sarkozy a voulu vous dire quand il a dit le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'a pas le sens de l'histoire. Il vit comme un primate à peine évolué, il ne comprend pas. Il meurt et les gens pleurent, on l'enterre, on l'oublie. Nous devons maintenant être les créateurs associés de Dieu dans le monde. Et nous pouvons le faire. Maintenant, le monde va commencer à comprendre que la noirceur n'est pas un signe négatif. La noirceur, c'est la condensation. La condensation, c'est de la lumière refroidie. C'est de la lumière refroidie comme la matière grise du cerveau. C'est de l'intelligence refroidie et qui devient matérielle et qui peut faire du monde un monde beaucoup plus intelligent. C'est donc sur ces trois images, mes chers compatriotes, chère génération Z, que je vous dis que nous ne sommes pas exclus de l'histoire, sauf si nous avons décidé de le faire. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Togo, tous ces pays où il n'y a aucun espoir. Il n'y a que des prisonniers dans la caverne, dans le cul de l'ontologie, comme des asticots qui bougent dans un cadavre. C'est ce qu'on veut faire de nous. Des asticots qui bougent dans un cadavre qu'on appelle le trou noir, le cul de l'ontologie, puant avec des asticots dedans. Et quand on danse, chez les Bapounou du Gabon, on dit « Bayini »,« Bayinit ». Et quand on est un asticot qui s'agite, c'est la même chose, on dit « Bayinit ». Les danseurs et les asticots, c'est le même nom chez les Bapounou du Gabon. Donc, il faut vraiment que vous compreniez, mes chers compatriotes, mes chers enfants, que le temps est venu de déchirer l'âge de fer, qu'on appelle aussi le Kali Yuga au Gabon, de brûler les asticots qui sont dans le corps de la nation, de chasser Oligui Nguema et tous ses complices, non pas parce que c'est Oligui Nguema, parce qu'Oligui Nguema, c'est aussi une victime de l'âge de fer. Je ne le justifie pas, je ne lui en veux pas, je n'ai rien contre lui. Mais quand je le regarde, je vois un être traumatisé par l'âge de fer, comme la plupart des Gabonais. Moi, j'ai la chance, j'aurais pu être un des plus grands traumatisés, de là où par mon histoire, qui commence à Moabi par mes parents, qui se poursuit à Lambaréné et atterrit à Libreville, dans le quartier le plus sale de Libreville, et qui, malgré ça, arrive à faire des études exceptionnelles et à sortir du cul de l'ontologie pour devenir le philosophe du monde d'après. Et c'est ce que je vais devenir. Et je conclue en disant que, à propos de philosophie, ce sera mon dernier mot, pour parler encore des penseurs du Saint-Empire germanique et romain. Il y a un penseur, il y a deux penseurs dans le Saint-Empire germanique et romain que moi, Moubamba, je dois corriger, même si c'est des blancs. Parce que chez les gens qui n'ont pas de profondeur historique,
Comme une fois, j'étais dans un cabinet dentaire, j'ai vu des rigolos, un couple de rigolos, des blancs qui ne savaient même pas lire et écrire. Moi, j'étais habillé modestement. Ils sont rentrés dans le cabinet en salle d'attente, ils m'ont regardé comme si j'étais une merde. Mais ils ne savaient pas que j'étais un génie. Ils me jugeaient sur mes apparences et sur ma couleur. Il y a des gens qui pensent que juste parce qu'ils ont une couleur blanche ou jaune, bah, ils sont supérieurs aux autres, ils peuvent les tuer. Comme il y a des gens dans les présidents qui pensent que parce qu'ils sont présidents, ils ont droit de vie ou de mort sur vous. Ils ne savent pas que quand ils s'attaquent à vous, ils s'attaquent à des dieux. Et ils prennent des mauvais karmas. Donc, je conclus sur ça, sur cette conférence du jour, de manière philosophique, comprenne qui pourra. J'ai dit que moi, Imhotep Moubamba, modeste bantou du Gabon, je dois corriger par mon enseignement 2 grands penseurs du Saint-Empire germanique et romain. Et je le ferai. Un jour, dans un siècle, on dira, ah ben au fait, il y avait un très grand philosophe bantou, il s'appelait comment encore? Ah oui, les gens crachaient sur lui, l'insultaient, le traitaient de tous les noms. Mais voilà, il est devenu une référence universelle. Et voilà pourquoi on dira ça. Et je le dis. Je dis ça juste pas pour me vanter, hein, mais pour détruire cette maladie psychiatrique qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand vous êtes tellement génial, je parle à la génération Z, vous êtes tellement génial qu'on vous traite d'imposteur. On vous insulte pour diminuer votre fréquence. Et donc, pour casser ces malédictions-là, vous devez insulter les gens qui vous insultent. C'est pas que vous insultez les gens, mais vous insultez leur sale fréquence. Vous retournez leur malédiction sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu ne dois jamais laisser quelqu'un t'insulter alors que tu sais que tu es bon. Personne n'a le droit de te traiter de nul alors que tu es un savant. Personne n'a le droit de t'insulter de ceci alors que tu es cela. Je demande à la génération Z d'affirmer son pouvoir, d'affirmer son identité qui est forte et de ne pas se laisser diminuer par des gens qui disent « Ah, tu es trop noir ». Mais en quoi noir, c'est mauvais? Donc, mes chers compatriotes, moi je vous le dis, je conclus par là, un grand esprit, en l'occurrence moi, je casse le syndrome de l'imposteur, devra corriger 2 philosophes à l'avenir. Parce que tous les philosophes là, français que je vois à la télé, ce sont juste des gros parleurs, des gratte-papier, ils écrivent des bouquins, il n'y a rien dedans. Ils n'apportent rien. C'est juste qu'ils sont blancs, ou français, ou allemands. C'est tout, hein, ou américains. Si c'était les Russes, il y a quelques années, je dirais oui. Mais il y a 2 penseurs qui sont, 2 philosophes qui sont très dangereux et qu'il faudra que quelqu'un corrige à l'avenir. Et c'est pour ça qu'on veut l'empêcher de parler. Le premier philosophe dangereux dans le Saint-Empire germanique et romain, il est du monde latin et romain, il est français, il s'appelle René Descartes. René Descartes a dit « Je pense donc je suis ». Et tous les pédants reprennent cette phrase sans se rendre compte qu'elle est très dangereuse. Cogito ergo sum, c'est-à-dire que quelque chose est vrai parce que je pense que c'est vrai. Je caricature, hein. C'est ça le danger. Et je pense donc je suis, ça veut dire que même si je pense que l'esclavage est bien, quel est le problème? C'est vrai, puisque je l'ai pensé. Ça s'appelle la raison pure, la raison résonante. Quelque chose est vrai parce que je l'ai pensé. Donc si je pense que les Noirs sont inférieurs, ils sont inférieurs. Si je pense que les LGBT c'est bien, c'est cool. Ça s'appelle le cartésianisme. La raison résonante. La raison pure. C'est-à-dire que tout est basé dans le cerveau. Ce qui commande, c'est la rationalité. Et tous ceux qui ne sont pas rationnels, ils sont des animaux. Donc les Africains sont des animaux. Ils ne sont pas rationnels. Ils sont là avec leurs contes, ils dansent dans leurs églises, ils prient leur Jésus, ils se prosternent devant la Mecque, ils font ceci, ils ne sont pas rationnels. Voilà. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Maintenant,
L'autre philosophe, très dangereux, c'est Kant, Emmanuel Kant. Lui, il est allemand, c'est un germanico-romain, il est allemand. Lui, il écrit « La critique de la raison pure ». Lui, il dit « René Descartes, il a menti. C'est un gros menteur. Quelque chose n'est pas vrai parce que j'ai dit que c'est vrai. Et moi, je fais la critique de la raison pure. » Donc, quelque chose est vrai pour Emmanuel Kant. Ça, c'est l'allemand qui parle. Parce que c'est concret, parce que je peux sentir, parce que j'ai le goût de ça. Je peux voir ça concrètement dans la matière. C'est pas seulement dans le cerveau. Quelque chose est vrai, la vérité, c'est ce qui est sensible, c'est ce qui est matériel. Là où l'autre Descartes, il dit la vérité, c'est ce que moi je pense dans ma grosse tête et dans mes hallucinations intellectuelles, mon pédantisme, c'est ce qui est vrai. Quand il dit non, non, ce qui est vrai, c'est pas la raison pure. C'est ce qui est du domaine de l'expérience, du concret, voilà. Mais le problème de Kant, mes chers amis, c'est que il va légitimer ce qu'on appelle l'éthique du plaisir. Donc l'éthique du plaisir, parce qu'on est dans le domaine, on veut le goût de ça, on veut les expériences, on veut du concret, on en a marre tout le temps d'être dans la raison pure, c'est ce qui va justifier que tout est permis tant que je peux jouir. Tant que je peux avoir une expérience, je peux aller bombarder les gens. Quel est le problème? Je fais ma prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Après, j'envoie les bombardiers, je tue l'Irak, je massacre les Gabonais, je tue les Ivoiriens. Tant que ça sert mon plaisir, celui de ma femme et de mes enfants, pourquoi je ne vais pas le faire? Donc la critique de la raison pure de Kant, elle va justifier l'éthique du plaisir, ce qu'on appelle au Gabon, pourquoi je vais faire ceci? Moi, je me bats pour mon pain et pour mon petit morceau de pain. C'est ça l'éthique du plaisir. C'est ce que Ndemezo a résumé dans la doctrine dégoûtante de le pain et les plaisirs. Si vous ne savez pas, mon Dieu, je veux un pays de gens qui ont une intelligence intérieure incroyable. C'est ça le Gabon d'après. C'est le pays de l'intelligence intérieure incroyable, qui comprend les choses de manière synchronisée et qui donne la direction au monde parce que le pays-là peut émettre une fréquence universelle. Maintenant, si les gens ne veulent pas comprendre, moi je vais aller au Gabon, aller perdre mon temps avec des gens qui ne veulent pas comprendre, en vertu de quoi? En vertu de quoi? Donc, si les gens ont besoin d'être enseignés, oui, là, tu ne peux pas forcer l'enseignement. Et si les gens ont soif d'écouter la parole de Dieu, au sens de la parole de l'intelligence supérieure, là, oui. Sinon, vous allez continuer d'aller vous abreuver à des robinets pollués par le judéo-christianisme. Quand je dis judéo-christianisme, c'est le christianisme de la Shekinah, de la Kabbale, de la magie, hein. C'est pas le vrai christianisme. C'est-à-dire le vrai christianisme, c'est le crypto-christianisme. C'est-à-dire celui où tu sors de la caverne de Platon pour aller vers la lumière et tu deviens éveillé. C'est ça, le vrai christianisme. C'est pas le judéo-christianisme. Attendez. Dans le judéo-christianisme ou l'islamo-judaïsme, je sais pas quoi, on vous manipule pour vous utiliser. Et vous vous éloignez de votre vocation de serpent vert, c'est-à-dire de serpent qui guérit, c'est-à-dire de Dieu, quelque part, avec un petit dé. Donc, je conclus en disant, on ne peut pas être dans le cartésianisme. Si on est du Gabon d'après ou du monde d'après, on ne peut pas être dans le cartésianisme pur. La raison raisonnante. Il n'y a que les rationalistes qui comptent. Mais au nom du rationalisme, on peut créer des enfers. Quant à la puissance des expériences concrètes et tout, dans la critique de la raison pure de Kant, on met en place l'éthique du plaisir, le pain et le plaisir. À partir de ça, on fait n'importe quoi. Tant qu'on bouffe, tant qu'on baise, tant qu'on mange, tant qu'on est dans le goût de ça, on a du mal à comprendre les choses qui nous élèvent. On a beau répéter à l'Église catholique
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Ça ne veut rien dire si concrètement vous n'avez pas compris les choses. Et je conclurai donc en vous disant ceci. Après avoir critiqué le cartésianisme et le pain et les plaisirs d'Emmanuel Kant, si je puis m'exprimer ainsi, il nous reste maintenant, à partir du Gabon, d'émettre la fréquence suivante. Il manque dans ce triangle amoureux, si je puis m'exprimer ainsi, on a un côté rationnel qui n'est pas inutile, on a un côté pratique, on appelle la raison pratique, donc le pain et les plaisirs, et le résultat parfois. Il faut développer maintenant le dernier pan de la recherche de la vérité, qui est la puissance de l'imagination. La puissance de mettre les images en action, et c'est ce qu'on appelle la vraie magie. La vraie magie n'est ni la magie rouge tuer des gens, magie noire complotée dans les ténèbres, dans du sale, ou la magie blanche qui est manipuler les gens. Dans imagination, vous avez la capacité de mettre des images en action. Ça veut dire que nous devons développer maintenant, dans l'âge d'or, le Gabon d'après, le monde d'après, la partie de notre cerveau qui est liée à l'imagination. La capacité d'imaginer la vérité qui n'est ni rationnelle, ni pratique, mais simplement spirituelle en réalité quand on dit imagination. Parce que même les prophètes utilisent leur imagination pour balancer leurs prophéties. Et parfois, leurs prophéties, elles sont fausses ou vraies. En tout cas, souvent, elles sont fausses. Parfois, elles sont vraies. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme capacité du cerveau? La capacité de l'imagination. Et l'imagination, c'est pas faux, mais c'est un autre domaine. Donc, on doit revenir vers cette partie surnaturelle, au-delà de la nature, au-delà de la rationalité, au-delà de la pratique, vers cette partie du cerveau qui fait que vous avez une intuition très développée, vous comprenez les choses sans les expliquer, vous n'êtes pas là tout le temps à analyser, vous n'êtes pas là seulement dans l'éthique du plaisir, de la vie pratique, mais vous comprenez les choses intuitivement, vous êtes une intelligence incarnée, une intelligence intuitive des choses. C'est comme ça que vous avez les arts. Un artiste ou un vrai mathématicien, quand il met en place une équation mathématique, il utilise d'abord la partie du cerveau qui est l'imagination imaginative. C'est une magie en fait. E égale mc au carré de Einstein sur l'énergie, c'est pas quelque chose qui a été analysé intellectuellement d'abord, ou qui est d'abord quelque chose de pratique. C'est une intuition, c'est une imagination, c'est une image en action. C'est pareil, quelqu'un qui a inspiré par les musiques, l'harmonie universelle et qui veut faire quelque chose de beau, quand il écoute le monde, il l'écoute, quand il écoute les harmonies, il les écoute d'abord avec cette faculté du cerveau qu'on appelle l'imagination. Donc l'âge d'or correspond à cet âge où on dit imaginons le Gabon d'après, imaginons le monde d'après, et où lorsqu'on imagine les choses, elles deviennent de la lumière refroidie, elles deviennent concrètes et réelles, parce que ce pays qu'on appelle le Gabon, il est habité par des gens qui n'ont pas assez utilisé le rationalisme, ils n'ont pas assez utilisé la vie pratique, donc des normes, parce que quand on n'est pas dans le rationalisme, on n'a pas des principes. Quand on néglige la rationalité. Mais quand on néglige la vie pratique, on n'a pas des normes. On n'a pas des normes. On vit dans la baie des cochons, mais on trouve ça normal. On n'a pas des normes. On peut tirer des câbles électriques n'importe comment, comme sur la voie express de Libreville. On n'a pas des normes. Parce qu'on néglige la vie pratique. On n'a pas des principes parce qu'on néglige la vie intellectuelle, la vie rationnelle. Mais lorsqu'on n'a pas d'imagination, lorsqu'on n'a pas d'imagination, lorsqu'on ne sait pas imaginer un monde pour en faire une réalité,
on n'a aucune valeur. On n'a pas de valeur. La vie humaine, par exemple, n'a pas de valeur. On peut attraper une petite fille comme bébé, la petite de Beau Séjour, Babina, on l'attrape, elle disparaît. Une jolie petite de 1 an et demi. On n'a pas de valeur, on n'a pas d'intuition, on n'a pas d'imagination. On est perdu dans le cul de l'ontologie. On danse comme des asticots qu'on appelle chez les Bapono les baïnis. Et on danse comme les danseurs asticots qu'on appelle aussi les baïniti, les danseurs et baïnis que sont les asticots. Nous devons cesser d'être enfermés dans la caverne de l'ignorance et du mal dans notre pays. C'est ça la mission de la génération Z au Gabon. Et je lui demande de prendre ses responsabilités. Personne ne doit vous diriger, personne ne doit vous commander, mais vous devez changer les choses au Gabon en exigeant 3 choses. Un pays où il y a des principes, un pays où il y a des normes et un pays où il y a des valeurs. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour ma 2e conférence sur le Gabon d'après et le monde d'après. Bonne nuit, bonne soirée.